Mesdames et messieurs, merci de suivre Canal Futur Télévision à travers ces magazines qui reçoivent pour vous M. Seth Kikouni, candidat autrefois à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Bonjour M. Seth. Bonjour Madame Diane. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Comme je le disais tout à l'heure, vous étiez candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018, l'élection qui a été remportée par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Dites-nous comment avez-vous observé ces moments de passation de pouvoir? Je dois avouer que j'ai été honoré par les organisateurs. Nous avons été invités, ils avaient réservé des places pour les candidats présidents. Tous les 21, même si tous n'étaient pas venus, mais on a été invités et je tenais à tout prix à répondre à cette invitation. C'était un moment historique. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. On était pessimiste jusqu'au bout, même si c'est vraiment ce qu'on voulait, le changement au sommet de l'État. Mais bon, il fallait voir avec nos propres yeux que ce changement-là aura vraiment lieu. Bien que debout, vous étiez là debout? Non, bon, en fait, je suis allé en retard, nous sommes allés en retard, ils avaient réservé des places, nous sommes arrivés en retard et nos places ont été occupées par les premiers venus. Et on n'était pas les seuls à rester debout, hein. Nous sommes restés debout pendant 15 minutes. Après, le protocole de l'État s'est débrouillé pour nous trouver des chaises. Mais malheureusement, les gens qui étaient à côté de nous, vous avez pris combien de temps debout? À peu près 15 à 20 minutes. Et malheureusement, les ambassadeurs qui étaient à côté de nous sont restés debout pendant toute la cérémonie. Oh là là. Et après 15 minutes, le protocole nous avait trouvé des chaises pour suivre la cérémonie assis. Et ces moments, c'était comment? Vous les sentez comment quand vous étiez là, présent à cette investiture? Il y avait beaucoup d'émotions, un moment historique. Vous savez, moi je suis né en 81. J'ai passé presque 17 ans sous le même président Mobutu. C'était la dictature de Mobutu. Après, on a vu Laurent Désiré Kabila. Après, bon, j'ai quitté le pays, je rentre. J'avais laissé déjà Joseph Kabila, je rentre, c'est encore Joseph Kabila, je viens, je me présente comme candidat président. Alors on ne croyait pas, on ne pensait pas qu'il allait un jour lâcher. Alors il fallait se battre, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis moi-même engagé. Je suis entré dans la scène. C'était un moment d'émotion parce que je n'ai pas seulement suivi cela comme spectateur. J'étais aussi l'un des acteurs principaux. Tout à fait. De ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était vraiment un moment d'émotion. Mais c'était un moment historique, rempli d'émotions, malgré tout ce qui s'est passé pendant le processus. Alors, après l'investiture, aujourd'hui, nous assistons à des mouvements de grève. Il y a de salariés qui réclament leurs salaires, leurs arriérés. Quelle analyse faites-vous de ces mouvements de grève que nous vivons aujourd'hui dans notre pays? Ça prouve que nous sortons d'une période de plusieurs frustrations, d'une période où nous étions pratiquement torturés, à la fois psychologiquement et physiquement. Et l'accession de Félix Tshisekedi au sommet de l'État apparaît comme plusieurs, cet instant-là de libération. Même si c'est encore très tôt pour faire une analyse saine, mais ça apparaît comme un moment de libération. Et pendant ces moments de libération, bien sûr, les gens revendiquent. C'est tout à fait normal. Des petites choses, des choses banales qu'on n'arrivait pas à dire, aujourd'hui, on arrive à le dire. Et du coup, les gens s'élèvent pour réclamer 50 mois, 30 mois, 15 mois. Une grande sociale. Bien sûr, parce que c'est quand même grave de réaliser que voilà, des gens étaient impayés pendant 50 mois, mais ils n'avaient même pas le courage de se lever et puis de protester. Donc les gens travaillaient un peu comme des esclaves et ce n'est pas ce que nous voulons pour notre pays. Nous voulons un pays où les gens peuvent revendiquer, parce que le salaire, c'est un droit. Lorsque vous travaillez, vous devez être rémunéré, c'est un droit. Et c'est un bon début, la liberté de manifester, la liberté de s'exprimer, la liberté de revendiquer le droit. Moi, je pense que c'est une bonne chose, surtout pour
notre peuple. Aujourd'hui, le Premier ministre, M. Bruno Tshibala, a signé un décret qui offre à 47 ministres sortants des avantages à vie. Comment avez-vous reçu ces messages? C'est honteux et puis révoltant. Moi, je compare cela à... Vous savez, c'est comme si vous violez une femme et puis vous demandez à cette femme-là de vous récompenser. Parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour la violer. C'est un peu à cela que je compare cela. Parce que les gouvernements qui nous ont dirigés auparavant sont des gouvernements que le peuple perçoit comme des régimes d'oppression. On se sent opprimé aujourd'hui. On a vu comment est-ce que les gens qui nous dirigent vivaient bien pendant que le peuple souffrait. Ils roulaient carrosses, ils avaient de belles maisons, de belles voitures. On savait voir comment est-ce que quelqu'un qui vivait dans une maison de $100, aujourd'hui a des maisons dans presque toute la capitale. Est-ce que d'abord la politique c'est un métier, selon vous? Non, la politique ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession. C'est ce que j'essaye de prêcher depuis le départ. Il y a aussi une vie avant la politique. Moi, je suis d'avis que les gens qui entrent en politique, avant d'entrer, ils doivent d'abord avoir un travail. Aujourd'hui, les gens entrent en politique pour s'enrichir, pour se retrouver. Ce n'est pas normal. La politique n'est pas un espace qui doit réunir les chômeurs, non. Il y a des limites. La politique, c'est un espace qui réunit des gens compétents, qui travaillent dans le secteur privé, ou encore, je ne sais pas moi, n'importe où, mais qui travaillent et qui viennent pour servir le pays. Mais aujourd'hui, la politique est perçue comme cet espace-là où les gens peuvent venir s'enrichir, se faire beaucoup d'argent. Raison pour laquelle nous avons 18 000 candidats à la députation provinciale. Nous avons 15 000 candidats à la députation nationale. Quelqu'un qui ne gagne même pas $50, mais qui espère aller gagner, je ne sais pas, 13 000 $. Voilà, en tant que député, c'est anormal. Je crois que ce sont aussi des choses que nous devons changer, au moins pour un début. C'est vrai que nous sommes pour la démocratie. Mais soyons un peu généreux, comme nous le demande M. Tshibangou Kalala, le près du Premier ministre. Il a dit hier devant la presse, il demande à la République d'être un peu généreuse parce qu'ils ont servi la nation congolaise. Non, mais ils ont servi, mais il y a aussi beaucoup de dégâts. On doit d'abord commencer par contrôler comment est-ce qu'ils ont géré. Qu'est-ce qui vous choque dans ces décrets? Ce qui me choque d'abord, c'est le fait qu'ici, on sait que quand quelqu'un devient ministre, c'est sa vie qui change. Et ils n'ont pas été une exception. Moi, je connais personnellement des gens qui ont été ministres, des gens qui ont été premiers ministres, mais qui aujourd'hui sont des multimillionnaires. Moi, je suis entrepreneur, je suis homme d'affaires, je travaille dur pour gagner chaque centime que j'utilise. Mais nous voyons des gens qui entrent en politique, qui après 3 mois, 4 mois, 5 mois, une année, ils deviennent plus riches que nous autres. C'est quand même une situation anormale. Tout à fait. Donc, voir ces gens-là se plaindre après et dire que voilà, après leur mandat, ils ont besoin d'une certaine rémunération parce qu'ils risquent de mourir pauvres, c'est pour moi une comédie, c'est moquer de toute la population. Parce que le problème social aujourd'hui au Congo doit être résolu. Aussi longtemps que nous ne serons pas en mesure de résoudre ce problème-là, on ne peut pas dépenser beaucoup d'argent. Mais ça sera aussi un peu honteux de voir un ministre sur la rue de Kinshasa sans jeep, sans voiture. Non, mais ce n'est pas honteux parce que être ministre, c'est être serviteur du peuple. Être président, c'est être le plus grand serviteur du peuple. La raison pour laquelle on insiste, on dit travailler avant d'entrer en politique. Entrer en politique pour servir. Vous croyez que ce n'est pas le cas pour notre pays? Non, ce n'est pas le cas. Les gens viennent dans la politique pour s'enrichir. Les gens viennent dans la politique pour s'enrichir. Ceux qui entrent en politique doivent venir pour donner. C'est ça. C'est l'exemple que moi j'ai essayé de donner au fait à la jeunesse. Et aujourd'hui, les jeunes ont retrouvé l'espoir à travers moi. Ils ont réalisé que c'est possible de venir de nulle part, de ne pas être le fils, je ne sais pas moi de qui, de trouver $100 000, de travailler pour ces $100 000 et de rêver, d'ambitionner, devenir président. Avec bien sûr un projet et des compétences avérées. Ça fait rêver beaucoup de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à devenir entrepreneurs pour faire comme moi. Aujourd'hui, d'autres entrepreneurs cherchent à devenir gouverneurs parce que la politique paraissait comme un rêve lointain pour une certaine classe sociale.
Et aujourd'hui, cette classe-là rêve à travers moi. C'est très important. Nous devons d'abord privilégier les secteurs privés où les jeunes auront du travail. Travaillons d'abord. Et la politique, d'ailleurs, tout le monde ne peut pas être politicien. Si moi, je me suis lancé en politique, ce n'est pas parce que voilà, tout le monde se lance. Mais vous savez, chercher un travail dans notre pays, ce n'est pas chose facile. Hein? Ce n'est pas chose facile, raison pour laquelle, le jour où moi, j'avais rencontré le directeur de cabinet du président de la République, j'étais chez lui, on avait échangé pendant longtemps. Je lui avais dit, on doit remplacer cette économie basée sur les ressources naturelles. Nous devons remplacer cette économie-là avec celle basée sur l'entrepreneuriat. On doit créer des richesses. On doit créer, s'il le faut, une vis primature de l'entrepreneuriat. Nous devons créer des agences d'incubation liées à la présidence de la République, liées à la primature. Nous devons créer des industries, des entreprises pour que le jeune puisse trouver du travail. C'est ce que nous devons faire. Si nous sacrifions ces 5 années, les 5 prochaines années... Mais avec quel budget? Avec quel budget? L'argent est là. L'argent, on peut trouver l'argent. Parce que ce que moi j'avais prévu dans mon projet de société, c'était 5 milliards de dollars annuels à investir dans l'entrepreneuriat. Mais si on ne trouve pas ces moyens-là, on peut toujours investir, par exemple, 1 milliard de dollars dans l'entrepreneuriat. Parce que l'avantage, c'est lequel? Lorsque vous investissez dans l'entrepreneuriat, vous créez des entreprises qui deviendront des contribuables. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que 177 000 contribuables. Une fois que vous créez des entreprises qui deviennent des contribuables, les recettes de l'État aussi augmentent automatiquement. Donc l'État percevra beaucoup plus d'argent après 2 ans, après 3 ans. C'est la richesse qui est créée, parce que notre économie doit s'asseoir désormais sur des Congolais riches, sur la classe moyenne locale. Parce qu'aujourd'hui, toute notre économie se trouve entre les mains des étrangers. Et si aujourd'hui ces étrangers décident de se retirer de notre économie, nous serons par terre. Ce n'est pas ce que nous voulons. Toutes les banques appartiennent aux étrangers. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons aussi que des Congolais puissent avoir des banques, que des Congolais puissent devenir des millionnaires. On doit avoir un projet clair pour créer cette classe moyenne-là. Beaucoup de pays aujourd'hui que nous considérons comme pays émergents l'ont fait. Et aujourd'hui, le monde respecte ces pays-là et puis ils sont sur la voie du développement durable. Mais aujourd'hui, le décret est déjà signé. Comment pourrions-nous encore revoir à ce que Tchibala ne puisse pas nous mettre dans ce panier des avantages à vie qu'ils veulent nous amener? Comment est-ce qu'on doit faire? Écoutez, d'abord, je crois qu'il y a un mécanisme pour faire annuler ce décret-là. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est le fait qu'il a parlé des anciens ministres. Oui, anciens ministres. Membres du gouvernement. Cela veut dire qu'il ne parle pas seulement des ministres qui sont sortants. Donc on doit prendre en considération toutes les personnes qui ont servi comme ministres. Mais ils bénéficient 14 000 dollars par mois, chaque ministre. Non, mais, les 8 ministres, nous avons Kiengo, nous avons le feu Etienne Tshisekedi, nous avons Matata Pogno, nous avons plusieurs. Mais les 8 ministres perçoivent 14 000 dollars par mois. Oui, mais à côté d'eux, il y a aussi des ministres, non? Il y a aussi des ministres qu'il faut aussi prendre en considération. Ils sont aussi nombreux. Moi, je pense que nous n'en sommes pas encore là. Nous avons d'autres priorités. Le peuple réclame l'amélioration de sa condition de vie. Nous devons d'abord nous concentrer sur cela. Parce que la politique, nous faisons la politique pour résoudre les problèmes de la société. Pas pour résoudre les problèmes des dirigeants. Pas pour résoudre les problèmes d'une certaine classe élite. Non, la politique n'est pas là pour ça. Résolvons d'abord les problèmes de la société. Ensuite, nous allons penser aux mécanismes pour récompenser ceux-là qui servent leur pays en toute fidélité. Le Premier ministre Lumumba est décédé, il n'avait même pas de maison, est-ce que vous le savez? À l'époque aussi, c'était possible de devenir riche, non? Pourquoi est-ce que ces gens-là se sont sacrifiés pour notre pays? Ce sont des exemples qu'il faut aujourd'hui prendre en considération. C'est très important pour nous de faire des sacrifices pour notre pays. Nous sommes au moment des sacrifices parce que nous sommes pauvres. Nous sommes très pauvres. Le plus important maintenant, la priorité aujourd'hui, c'est élever les niveaux de chaque citoyen, du plus petit citoyen
Nous allons commencer avec le plus petit citoyen, élever le niveau de ces citoyens-là. Ensuite, nous allons penser aux dirigeants qui ont servi fidèlement et qui ont bien servi la République. Alors, nous allons un peu faire un tour, revenir un peu en arrière à l'investiture. Lors du discours du président Félix-Antoine Tshisekedi, quel point avez-vous vraiment aimé dans son discours? Bon, c'était beaucoup plus le point où il a parlé de rassembler tous les fils du pays. Vous croyez que c'est facile? C'est important parce que, oui, je crois que c'est facile parce que, à la fin, Félix Tshisekedi, malgré toutes les contestations, incarne un très grand parti. Le parti qui a, pendant plusieurs décennies, lutté pour la démocratie, le changement, l'alternance. Donc, vu sous cet angle-là, c'est quand même un point positif. Donc, son personnage, s'il joue très bien son rôle, il peut rassembler. Il peut être cette figure-là qui rassemble les Congolais. C'est très important. On a connu beaucoup de guerres, beaucoup de divisions au niveau politique. Et aujourd'hui aussi, ça continue. Il y a déjà des rumeurs. Tout à fait. Des guerres tribales. Ouais, voilà. Il y a des gens qui essayent de fomenter des conflits tribaux. Il y en a qui se considèrent comme victimes pour attirer de l'attention de certaines personnes. Les chefs de la population. Voilà, ce sont des choses qu'on peut éviter. Et c'est le rôle que peut jouer le nouveau président de la République. Il peut adresser ce problème-là. Donc, parler de rassembler les Congolais, c'était déjà un point important. Deuxième point, c'est encore l'entrepreneuriat. Créer de la richesse. Parce que moi, je suis vraiment contre cette politique-là qui se concentre seulement sur les ressources naturelles, matières premières. D'ailleurs, ça nous cause des problèmes. Pourquoi? Si vous regardez la campagne, comment elle s'est passée, vous allez voir que tout a tourné autour de nos ressources naturelles. Aujourd'hui, si nous avons des guerres, des conflits, c'est parce que nos ressources naturelles, les matières premières sont source de convoitises de plusieurs forces obscures, externes, qui sont prêts à financer certains acteurs pour déstabiliser le pays. Ce n'est pas une bonne chose. Or, si nous commençons à créer la richesse, si nous avons des entreprises créées, un étranger ne peut pas venir pour vous imposer quoi que ce soit. Parce que c'est un secteur où quelqu'un ne peut pas justement jouer derrière votre dos pour vous imposer certaines choses. Raison pour laquelle je pense qu'il est temps vraiment pour nous d'opposer cette économie-là basée sur les ressources naturelles à celle basée sur la création des richesses. Voilà le point qui m'avait le plus attiré aussi dans son discours pendant l'investiture. Alors, après toujours l'investiture, il y a votre frère Martin Fayulu, qui est aussi notre frère, qui continue à contester les résultats qui a été déjà confirmé par la Cour constitutionnelle. Il a tenu un meeting le 2 février dernier. Comment avez-vous lu le message qu'il a pu communiquer à la population? Moi, je pense que Martin Fayulu est dans ses droits. Le processus électoral ne s'est pas bien déroulé, on doit se le dire. Nous autres, on n'a pas battu campagne, justement parce que la CENI nous avait donné l'impression qu'elle n'organisera pas des élections. Sinon, elle n'organisera pas de bonnes élections, crédibles, transparentes. Nous l'avons dit avant le jour de l'opération de vote. Moi, particulièrement, personnellement, j'ai même demandé un report. J'ai dit reporter les élections pour résoudre les questions pendantes. C'est la chose que la CENI a rejeté. Nous avons eu des élections. L'organisation était mauvaise. On a utilisé 750 millions de dollars. On a utilisé la technologie pour avoir des élections médiocres. Moi, j'étais optimiste. Je me disais que 2018 devra servir d'exemple pour 2023. En 2023, on devrait être en mesure de dire, voilà, en 2018, on avait quand même de bonnes élections, mieux que celles qu'on avait en 2006 et celles qu'on avait en 2011. Et Martin Fayulu, en tant qu'acteur et l'un des candidats présidents, il a le droit de revendiquer. Parce que ce qu'il a demandé à la CENI, c'était quelque chose de simple. Récomptant le voix, chose que la CENI n'a pas acceptée. Au moins, la CENI pouvait accorder cela. Donc, moi, je pense qu'il peut continuer avec ses revendications. C'est normal, nous sommes en démocratie, c'est la politique. Revendiquer n'est pas une bonne, n'est pas une mauvaise chose. Même l'UDPS aujourd'hui qui a gagné, ou l'UNC, moi, je les ai connus comme des personnes qui revendiquaient en 2011. Tshisekedi
a dit qu'il avait remporté les élections, il a appelé le peuple à ne pas reconnaître Kabila comme président. Et pendant 2 années, jusqu'en 2016, je crois, ils ont continué à le dire. Mais ils sont tous de l'opposition, c'est l'opposition qui a gagné. Pourquoi ne pas laisser la place à son frère de diriger pendant 5 ou 10 ans? Non, mais l'opposition est plurielle. Félix aussi, pour grandir, pour bien diriger, il a besoin de l'opposition. Vous ne pouvez pas uniformiser les choses. Il ne faut pas chercher à créer un bloc pour tuer toutes les voix qui essayent de vous critiquer. Ça ne marche pas comme ça en politique. Même lorsque nous étions dans le processus, c'est vrai qu'il y avait un candidat du pouvoir, Chadari, et il y avait 20 candidats de l'autre côté. Mais parmi ces 20 candidats, nous étions tous dans l'opposition. Mais il y avait différentes voix. L'opposition est toujours plurielle. C'est comme ça. Donc, on doit rester dans cette logique-là. Ça va aussi nous aider à avancer parce que c'est là la beauté de la démocratie. Aussi longtemps qu'il n'y a pas d'appel au tribalisme, voilà, et aussi longtemps qu'il n'y a pas de casse, aussi longtemps qu'il n'y a pas... Comme on l'a vu dernier, il n'y avait pas eu de gaz parce que Félix a donné le droit à Martin Fayulu de faire librement son meeting. Il n'y avait pas eu de gaz et tout. C'était calme. C'est important, voilà. Moi, depuis le premier jour, quand je me suis lancé, parmi mes premières déclarations, mais je n'ai fait qu'attaquer l'UDPS et l'UNC. Les gens m'ont connu grâce à ça. Quand je disais que, voilà, si l'UDPS et l'UNC étaient des... Et la RTNC, sérieux, vous oubliez aussi, vous avez dit non, que vous la allez... RTNC, mais avant, j'avais dit que si l'UDPS et l'UNC étaient des opposants sérieux, moi, je ne serais pas candidat aujourd'hui. Et c'est vrai, si aujourd'hui nous sommes lancés en politique, parce que nous avons remarqué que les grands partis de l'opposition qui étaient sur scène semblaient ne pas très bien jouer leur rôle. Et ça nous a révoltés parce que tous nos espoirs reposaient sur eux. C'était tout à fait normal qu'on puisse se lancer parce que moi, je me disais que moi, je peux mieux faire qu'eux. Mais le jour où moi, j'ai rencontré le président Félix, le jour où j'ai rencontré son directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, l'ambiance n'était pas l'ambiance de l'inimitié, non. L'adversité en politique existe, on se critique, mais on n'est pas des ennemis. Aujourd'hui, serez-vous capable de dire que vous êtes connu sur toute l'étendue de la RDC? Oui, bien sûr, je suis connu. En fait, moi, j'ai déçu beaucoup de gens parce que beaucoup de gens avaient espoir. Mais nous n'avons pas battu campagne pour des raisons aussi très évidentes. Le processus... Vous n'étiez pas prêt? J'étais prêt, on était même prêt à battre campagne. Mais comme je vous ai dit, la CENI, jusqu'en dernière minute, nous a donné cette impression-là que voilà, soit on fera passer Chadari, soit les élections ne seront pas bien organisées. On suivait de près tout ce qui s'est passé. Les machines n'étaient pas déployées partout. C'était une catastrophe. Et lorsque vous êtes autofinancé comme moi, vous ne pouvez pas risquer votre argent. Carrément. Quand vous l'avez fait avec 100 000 $ que vous avez... 100 000 $ m'a permis d'entrer dans la scène politique. C'est très important. 100 000 $ m'ont permis de faire valoir mes idées. J'ai présenté un projet de société qui a fait rêver toute la République. J'ai présenté un projet de société qui a soulevé plusieurs débats de fond sur les entreprises publiques, sur la marche de notre économie, sur l'entrepreneuriat. J'ai soulevé les débats de fond sur les autres acteurs politiques, les autres partis politiques. Il y avait une certaine contribution de ma part par rapport à cela. Donc les 100 000 $ m'ont permis d'avoir une voix sur la scène politique. Êtes-vous prêt à travailler dans le gouvernement de Félix Tshisekedi? S'il vous proposait un poste, ou bien vous pouvez aller demander un poste? Non? Vous ne pensez pas? Madame, je crois que travailler pour le pays, c'est un devoir civique. Si je m'étais levé un jour pour dire que voilà, je veux devenir président de la République, c'est parce que j'avais un projet et j'avais la volonté de travailler pour mon pays. Donc ce n'est pas en réalité une option. Si on vous appelle, la personne qui vous appelle réalise que vous êtes compétent et que vous pouvez faire quelque chose pour votre pays, il vous appelle et vous dites non. Je ne pense pas que ce soit vraiment une option. Donc si aujourd'hui le président décide de m'appeler, compte tenu de mes compétences, j'insiste sur compétences, parce que je ne suis pas demandeur d'emploi, je ne suis pas chercheur d'emploi. Ce que je fais déjà pour mon pays, c'est j'emploie beaucoup de jeunes, j'ai plusieurs entreprises, ce que je fais déjà, je suis très content de ce que je fais. Mais si on m'appelle et que c'est un domaine dans lequel moi je peux évoluer, pourquoi pas? Un dernier mot,
pour cette émission, puisque nous sommes déjà arrivés à la fin. Merci d'être venu, merci de me recevoir, merci de me donner la chance de parler à la population à travers cette émission. Je me suis lancé en politique, certes. Nous sommes passés par un processus qui était catastrophique, mais cette Kikouni aujourd'hui reste sur la scène parce que nous sommes en train de nous réorganiser pour muer notre plateforme en parti politique et faire le tour du pays pour partager avec l'ensemble de la population nos idées, des idées que nous considérons comme très importantes et qui pourront faire avancer notre pays. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. Retrouvez-moi prochainement dans d'autres sujets d'actualité. Au revoir. Au revoir.